Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir. On commence Microsoft Experience 2018. C'est un rendez-vous pour les innovateurs. Au fil du temps, c'est devenu un vrai rendez-vous pour partager les meilleures expériences de l'innovation et je suis ravi de vous y retrouver si nombreux. Nous sommes 4000 dans la salle, c'est une audience spectaculaire. Plus de 6000 personnes déjà au Palais des Congrès et ça va augmenter. Et je pense que nous avons déjà 20 000 personnes qui nous suivent dans la Web TV, donc online. Bienvenue à tous. Nous avons l'occasion pendant ces 2 jours de partager vraiment le meilleur de l'innovation, ce que nous avons vu ces 12 derniers mois, mais surtout nous projeter dans le futur. Et quand je dis nous, bien sûr, ce n'est pas nous Microsoft, c'est nous écosystème. Depuis 12 ans, ce rendez-vous est construit, conçu et partagé avec tous nos partenaires. Il y en a certains qui nous suivent depuis 12 ans, donc depuis le tout début. Il y en a d'autres qui nous ont rejoints pendant la décennie. Et encore d'autres, un grand groupe qui nous a rejoints sur ces 12 derniers mois. Et on a atteint une force fantastique parce que nous sommes 153 partenaires aujourd'hui et demain au Palais des Congrès pour montrer toute l'innovation que nous avons su construire avec vous, avec nos clients et en France. C'est très beau de voir cet écosystème en place, construire des centaines d'applications et de solutions que vous allez pouvoir regarder pendant ces 2 jours. D'ailleurs, je vous invite à regarder notamment au premier étage toutes les nouvelles solutions par métier et donc avec les 8 parcours métiers que vous pouvez découvrir. C'est sensationnel. Pourquoi c'est beau de voir toute innovation? C'est quoi le sens d'urgence et l'importance de ça? Eh bien, parce que nous sommes en train de vivre un moment que je trouve fondamental. Nous sommes, on le lit dans les journaux, au début de ce qu'on appelle une révolution industrielle. C'est important. Je le rappelle parce que ça n'arrive pas à toutes les générations de participer à un moment aussi important pour la planète. Il y en a eu d'autres, il y a eu la vapeur, il y a eu l'électricité, il y a eu l'automation. Nous sommes dans la révolution de l'intelligence artificielle. Alors une révolution, c'est quoi? Si je fais un passage en arrière d'une centaine d'années, en 1915, Ford et Taylor, ils inventent la ligne de production. Alors l'électricité, en fait, elle est arrivée dans la vie de nos ancêtres 50 ans avant. Elle a commencé à remplacer la vapeur, mais c'est seulement 50 ans après qu'en tant que facteur de production de valeur pour l'humanité, elle est devenue pas seulement un facteur comme un autre, mais c'est devenu un facteur principal et stratégique pour réorganiser tout le travail des humains autour d'une technologie. Et c'est ce qui s'est passé avec la ligne de production, ça a complètement changé la façon de travailler dans une usine, mais donc de produire la valeur. Et ça a créé une inflexion dans la productivité de l'humanité. Si vous regardez la courbe, c'est impressionnant. On fait une translation d'une centaine d'années, on se retrouve en 2015, la même chose en train de se produire avec l'informatique. Bien sûr que ça fait 50 ans que c'est un facteur fondamental de transformation. On y participe tous, on en parle, transformation numérique. Mais jamais comme aujourd'hui, cette transformation est aussi présente, pervasive et profonde. Parce que la capacité du cloud, plus la facilité d'interaction avec les interfaces naturelles, et la capacité d'intelligence artificielle vont faire que ces intelligences artificielles vont se mélanger aux intelligences humaines et vont nous permettre de faire tout différemment. Ce n'est pas seulement un facteur de support ou de collaboration ou de productivité, c'est un facteur qui change notre façon de nous organiser, de voyager, de collaborer, de créer, de faire de la créativité. On le verra dans certaines sessions cet après-midi sur la musique. Ça va nous permettre en fait de tout changer. Ça va changer notre vie personnelle, ça va changer notre vie professionnelle en profondeur. Et c'est ça que nous sommes en train de partager pendant ces 2 jours. Alors, chez Microsoft, depuis 4 ans, nous avons une mission qui est parfaitement au diapason avec ces transformations de la vie personnelle et professionnelle. Nous avons une mission qui est reconnue sur le marché pour être très claire, très simple d'ailleurs, mais très impactante parce que très claire. Nous voulons accompagner chaque personne et chaque organisation dans ce nouveau monde. Ça veut dire quel développement personnel ou de stratégie d'entreprise et comment je développe des nouveaux paradigmes, comment je me développe, comment je développe mon organisation et comment est-ce que j'atteins des choses plus importantes, plus impactantes, comment je réalise un potentiel et des ambitions. C'est très important et je vous remercie d'ailleurs du feedback que vous nous faites au quotidien parce qu'une mission qui est très cohérente et très stable depuis 4 ans, on n'a pas changé une virgule dans l'expression, est toujours plus d'actualité et ça nous permet de collaborer ensemble avec l'enthousiasme et ces transformations que nous-mêmes avons menées pour nous-mêmes, mais que nous faisons au quotidien sur le territoire français. Nous le faisons ensemble et merci pour cela. Alors, je pense que ce qui nous différencie en particulier, bien sûr, vous allez voir beaucoup de produits, vous allez voir beaucoup de solutions, d'applications avec notre écosystème partenaire, mais je dirais, ce n'est pas seulement une question du quoi ou du combien,
c'est une question du comment. Donc je pense que quelque chose de fondamental que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est le sens de responsabilité que nous sentons et que nous voulons partager ce matin dans le comment faire cette innovation. Parce que bien sûr, les produits sont très impactants, ils ont beaucoup de pouvoir. Avec beaucoup de pouvoir sur la donnée et sur l'utilisation de ces données pour nos clients et nos utilisateurs, il faut garder un très grand et encore plus fort sens de responsabilité. Vous avez vu dans ces derniers mois, années peut-être, mais surtout mois, beaucoup d'émotions dans les médias, dans les journaux, dans les JT. Vous avez vu des gouvernements demander à des entreprises d'expliquer, de rendre compte, si vous voulez, aux citoyens de leur utilisation des données. Ben oui, c'est très important parce que les données sont beaucoup, on en a beaucoup, mais quid du respect déjà de la vie privée des personnes. Donc je suis ravi d'être dans une entreprise qui déclare que la privacy, que la confidentialité des données est un droit fondamental de l'homme. Ça veut dire, bien sûr, le GDPR, que nous utilisons non seulement en Europe, mais qu'on a déployé pour tous nos services dans le monde, sans que ce soit demandé par aucun gouvernement au-delà de l'Union européenne. Mais ça va au-delà de ça, c'est une question de principe, c'est une question d'éthique, c'est une question de qu'est-ce que nous faisons avec les données que les utilisateurs nous confient, mais surtout, c'est ce que nous ne faisons pas avec ces données. Et je suis ravi d'être dans une entreprise qui est aussi stricte et aussi percutante sur comment on utilise les données des utilisateurs qui nous confient leurs informations. La deuxième chose, c'est la sécurité. Parce que les données sont très importantes et qui, en fait, créent un patrimoine essentiel pour les entreprises, nous devons de les protéger. Nous devons aider nos clients, nos partenaires à les protéger. Et là, une série d'initiatives. Je vais du très local avec un master que nous avons lancé il y a quelques semaines pour former en master les nouvelles compétences, les Français qui vont développer des compétences pour être les Jedi, les masters de la cybersécurité en France, de la sécurité numérique. Très important. Et on va, à niveau planétaire, jusqu'à proposer une convention de Genève du digital. Nous avons lancé une pétition. D'ailleurs, je vous invite dans les réseaux sociaux à nous rejoindre, à vous renseigner, peut-être à signer cette pétition qu'on va présenter au Paris Peace Forum dans quelques semaines. Et c'est l'occasion pour dire, voilà comment on considère que l'éthique, la responsabilité doit s'expliciter dans les organisations du monde entier pour préserver la paix et avoir une croissance soutenable de notre planète. Et bien sûr, toujours sur la responsabilité, une IA responsable. Les nouveaux services, très impactants aussi, mais là aussi dans le respect. On lit toujours, et c'est la réalité, que les algorithmes, les algorithmes d'intelligence artificielle, énorme opportunité pour régler un certain nombre de biais qui sont dans nos têtes, s'ils sont bien utilisés, mais aussi, si on les utilise mal, une façon de répercuter ces biais et les accélérer. Donc c'est très important de trouver la bonne façon d'utiliser ces nouveaux services très puissants. Chez Microsoft, nous nous sommes donné 7 principes très stricts, un comité interne qui s'appelle Ether, et en fait, chaque développement de produit, mais aussi chaque engagement avec un client sur de l'intelligence artificielle passe dans ce filtre de travail interne pour dire est-ce que ça correspond à des règles d'éthique. Très important pour que nous puissions créer ensemble un numérique de confiance. Et je viens donc à ce que nous faisons sur la France. Très important, nous sommes dans un pays où nous avons un gouvernement qui a lancé une très forte ambition pour notre pays. Nous voulons être une puissance de l'intelligence artificielle, une France championne de l'intelligence artificielle. Alors nous nous sommes dit, nous voulons accompagner ce mouvement. Nous devons absolument faire 3 choses. La première, nous avons créé un collectif d'organisations, clients, partenaires, start-up, écoles, qui sont déjà sur des projets de transformation avec l'intelligence artificielle, qui sont en train de parcourir cette courbe d'apprentissage et qui ont envie de partager pour qu'on puisse expliquer ce que nous avons appris, les erreurs que nous avons faites, les choses qui se passent très bien, pour pouvoir aller tous un peu plus vite sur cette courbe et pouvoir le partager avec tous les autres qui vont nous demander comment vous faites ces projets, comment ça se passe, comment les collaborateurs prennent ces projets. Dans ce collectif, d'ailleurs, on va aussi utiliser un certain nombre de fonds que Microsoft nous met à disposition pour pouvoir promouvoir des projets de NGO ou d'associations de start-up ou d'écoles pour faire des projets avec un impact en France. Donc il y a 115 millions au niveau mondial que nous avons à disposition et nous allons pouvoir financer ou cofinancer des projets avec un impact positif, donc du Tech for Good pour la France. Deuxième sujet, l'innovation. Chaque entreprise est déjà ou va être une plateforme
Alors, nous avons une croyance très très forte sur le fait que l'innovation sur une filière industrielle, sur un vertical, va devenir une innovation pas seulement à l'intérieur d'une entreprise, mais plateforme, tout plateforme, tout plateforme. Ça va être des écosystèmes. Donc, nous misons sur certains verticaux qui en France sont très forts, et nous voulons faire travailler les entreprises ensemble, pas seulement les entreprises établies, mais y compris avec les startups. Nous avons les iFactory, donc une usine pour trouver les meilleures startups françaises sur l'intelligence artificielle, les promouvoir avec nos clients et puis les faire grandir à un niveau mondial. Et nous allons aussi focaliser notre travail avec l'INRIA depuis 12 ans sur l'innovation en intelligence artificielle, tout ça pour créer des écosystèmes qui puissent promouvoir la compétitivité de la France à niveau mondial. Dernier point, mais fondamental, les compétences. Bien sûr, si nous voulons être une nation de l'intelligence artificielle, nous avons besoin de recherche pointue, mais nous pensons que nous devons toucher le plus grand nombre. Nous allons donc mettre en œuvre des plans pour pouvoir toucher 1 million de jeunes sur 3 ans. Nous avons commencé avec Unicité, on est en train de former des jeunes qui ont choisi de faire le service civique, et ils vont commencer en décembre, 225 d'entre eux vont former 100 000 jeunes entre 8 et 16 ans pour les sensibiliser aux nouvelles technologies. Et ensuite, nous allons poursuivre avec 100 000 étudiants et 300 000 professionnels de l'IT pour accompagner sur les compétences, parce que nous avons tous des compétences, mais il faut tous justement se développer et apprendre des nouvelles formes de technologie et d'innovation. Et donc pour cela, nous avons commencé par exemple avec ADECO, 24 000 personnes, 10 000 on va les former, 4 000 certifiés, pour pouvoir accompagner une croissance de notre écosystème. Et dernier exemple, tout petit mais très important, l'école IA. Nous avons lancé un programme avec 24 apprenants, des jeunes éloignés de l'emploi, qui avaient quelques compétences, mais ils n'avaient pas accès à des grandes écoles. On les a formés pendant 7 mois. Ils sont aujourd'hui en contrat de professionnalisation avec notre écosystème. Et du coup, ça marche très bien. Ils ont tous trouvé une débouchée. Et là, on lance la même chose x10. Région Occitanie, Microsoft, une nouvelle promotion, et 8 partenaires qui ont déjà lancé ou qui vont lancer leur promotion. Donc, on va développer des opportunités de carrière pour 250 personnes. Et j'espère, dans les années à venir, quelques milliers. Voilà. L'intelligence artificielle change tout, ça change notre quotidien. Nous sommes là ce matin pour le partager. Je suis ravi de vous voir. Et avant de demander à Laurence de monter sur scène, je vous laisse avec une petite vidéo qui va parler de comment l'intelligence artificielle impacte notre vie déjà aujourd'hui. Et je vous retrouve plus tard pour parler du futur. Merci. Artificial intelligence isn't coming. It's here. It's the defining technology of our time. But it's human ingenuity that makes it so powerful. Jane started losing her vision when she was 12. California Street. She uses Seeing AI. I crept down the stairs and out the door, which enables her to read and navigate her world. Microsoft AI is helping farmers adapt to climate change. We can use technology to help feed the world without wrecking the planet. Enabling wildlife conservation. The ability to use AI really democratizes science. WildMe uses images from any source to help study endangered species. And creating new ways for people with hearing loss to communicate. I want the exact same information that my hearing friends have. It's more than just imitating intelligence or sounding like a human. Microsoft AI is changing every industry, from healthcare. And now you can see these finite details, the relationship with many structures. To engineering. And telecommunications. We are using artificial intelligence to change the way we are relating to customers. AI lets us put people first. The Microsoft tools really enabled us to breathe digital life into an iconic brand persona. The product that we make is not a thing in a box. No. Microsoft AI empowers others to create experiences and potential. This is just the beginning. Artificial intelligence, it's just opened up this whole world. The future we invent is a choice we make. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir cette année encore pour ouvrir la première journée de Microsoft Experience. Alors, Carlo le mentionnait, l'intelligence artificielle s'installe dans l'ensemble de nos organisations et nos vies. Et vous allez l'entendre, ce matin, nous allons parler au présent. Vous allez découvrir comment l'intelligence artificielle transforme déjà aujourd'hui nos métiers. Sur le sujet, vous le savez, la littérature est particulièrement abondante. Études, rapports,
experts, médias, nourrissent notre imaginaire collectif, vont jusqu'à définir des nouveaux métiers qui, il faut bien le dire, parfois sont un petit peu farfelus, et voire même parfois s'amusent à jouer les Cassandres en annonçant carrément la fin du travail. Chez Microsoft, nous sommes convaincus que l'intelligence artificielle va avoir un impact positif, qu'elle nous permettra de mieux travailler, de mieux vivre. Mais pour cela, il va falloir prendre les devants. Chacun d'entre nous va devoir être proactif, car cette intelligence artificielle dont nous parlons, elle challenge véritablement les organisations en place. Alors, comment tirer le meilleur parti de l'IA? Satya Nadella l'a récemment résumé au travers d'une équation que vous découvrez ici. Oui, pour ceux qui auraient encore un doute, Microsoft est absolument une entreprise de technologie. Et cette équation, elle part du postulat important que chaque organisation, chaque entreprise, quelle que soit sa taille, est ou va devenir une entreprise technologique. Parce que la data, elle est omniprésente et qu'elle est au cœur de ces transformations. Ce que Satya appelle Tech Intensity, nous pourrions finalement le définir comme le niveau d'imprégnation technologique de nos organisations. Et ce niveau d'imprégnation, il dépend de deux choses. D'une part, l'état d'esprit, la culture d'entreprise, qui va faciliter cette adoption technologique et la conduite du changement indispensable qui est associée. Et d'autre part, les capacités technologiques elles-mêmes des organisations. Et là, il ne faut pas vous tromper. L'important pour vous, c'est d'investir vos ressources, de mobiliser vos organisations, vos équipes sur ces innovations technologiques qui vont vous permettre de vous rendre unique, de vous différencier sur le marché. Et notre mission chez Microsoft, comme le mentionnait Carlo, c'est de vous accompagner sur ces deux sujets, l'adoption et les capacités technologiques. Alors ce matin, l'ensemble des invités que j'ai le plaisir d'accueillir va nous emmener en voyage dans leur univers. Travaux publics, tourisme, santé, services au quotidien sur les collaborateurs, sur le lieu de travail. Ils vont nous partager leur retour d'expérience. Ils vont nous partager les choix technologiques qu'ils ont faits, notamment en termes de data et d'IA, et également la conduite du changement qu'ils ont mis en œuvre pour développer, voire parfois réinventer leurs organisations et leurs métiers. Alors, je vous parlais de partir en voyage, allons-y, direction le Club Med. Alors le parcours omnicanal du Club Med, on a passé beaucoup de temps à l'étudier, à le mesurer finement l'an dernier, et on s'est rendu compte qu'un client qui achète un séjour au Club Med, c'est 3 mois entre le premier contact qu'il a avec le Club Med et le moment où il achète. Je ne parle même pas du délai avant le séjour, donc c'est un parcours d'achat de 3 mois qui est composé de, en moyenne, 11 contacts, qui sont aussi bien des contacts digitaux que des contacts téléphoniques et des contacts en agence. La plupart de ces parcours commencent sur le digital pour la grande majorité d'entre eux, et pour 80% d'entre eux, ils se terminent avec un humain, avec l'un de nos conseillers, et on a vu à quel point les deux étaient vraiment extrêmement reliés. Alors effectivement, avec ce parcours omnicanal, le jeu de contraintes dans lequel on évolue, c'est d'un côté de devoir être excellent sur notre site internet, bien sûr pensé pour un usage mobile, bien sûr simple, efficace, rapide, tout en étant exhaustif, visuel, émotionnel, ce qui est déjà un premier paradoxe, et tout aussi important sont les outils qu'on va fournir, les moyens qu'on va donner à nos conseillers de vente pour faire ce contact unique, pour avoir cette connexion avec nos clients qu'ils viennent chercher auprès du Club Med. Et ce focus nous a amené à faire des investissements extrêmement significatifs dans les outils qu'on allait offrir à nos conseillers de vente pour leur permettre d'avoir une approche sur mesure, et notamment la vision client 360 avec Dynamics. Très concrètement, une fonctionnalité qu'on a mis en place, c'est le fait que sur chaque page du site internet, on a mis un numéro unique qui remonte dans Microsoft Dynamics et qui va permettre au conseiller de vente, quand il prend l'appel du client, de reprendre le dialogue, de reprendre la recherche là où le client était. Dans tous les usages qu'on va faire de la data ou de l'IA, une conviction profonde que nous avons, que ça peut se faire au service de l'humain. Je m'explique, si on prend l'exemple des vendeurs, effectivement on vit dans un monde où les clients consomment de plus en plus d'informations en digital, mais on a vu en analysant le parcours omnicanal que l'humain est encore plus important. Et donc pour nous, c'est doter nos équipes d'outils
autour de la data et de l'intelligence artificielle qui vont leur permettre de faire un conseil encore plus personnalisé, encore plus connecté à l'émotion de nos clients. Ça, seul l'humain peut faire. Et ça nous amène à aller jusqu'à changer finalement la configuration de nos points de vente. En France, on a déjà 2 de nos agences qui se transformaient en boutique appartement. C'est-à-dire que finalement, c'est assez amusant parce que la technologie amène à repenser le moment qui n'a rien de technologique et à se dire, aujourd'hui, quand nos clients cherchent un contact humain, c'est pour déjà se sentir en vacances, c'est pour être compris, pour être entendu. Donc on a vraiment les 2 leviers, équiper nos vendeurs des meilleurs outils, des outils qui vont leur permettre d'avoir accès à la bonne information immédiatement pour qu'ils puissent se consacrer à ce contact humain unique, à cette connexion avec nos clients. Alors, vous l'avez entendu dans cette vidéo, depuis le premier contact sur le site web jusqu'à l'arrivée en village, Club Med a totalement repensé sa stratégie pour évoluer finalement de la relation client à la considération client. Et Anne le mentionnait, la data, c'est la pierre angulaire de cette transformation, notamment à l'ère de l'omnicanal. Et pour cela, eh bien, cette data, il faut qu'elle puisse circuler très facilement au sein des organisations ou avec vos partenaires, entre les directions marketing, les directions des ventes, services clients, logistique. Or, ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et c'est pour cela eh bien, que nous avons annoncé il y a quelques semaines, aux côtés de SAP et de Adobe, l'Open Data Initiative. L'objectif, eh bien, il est de vous proposer une plateforme avec un modèle de données commun qui va permettre justement de faciliter ce voyage de la donnée entre les différentes entités et ainsi d'enrichir l'expérience client en omnicanal. Alors, ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de découvrir très concrètement comment, avec Adobe, nous avons construit cette offre qui permet effectivement d'enrichir cette expérience client en omnicanal. Et pour cela, eh bien, je vais rejoindre James. Bonjour James. Bonjour Laurence, bonjour à toutes et à tous. Alors James, tu es Experience Maker chez WeRetail. Explique-nous un petit peu en quoi consiste ton métier. Alors, pour expliquer mon rôle, je vais te demander, Laurence, de jouer une cliente de ma marque, WeRetail. Et tu vas prochainement justement partir au Club Med et tu cherches des nouveaux vêtements. Dans ce monde digital où les consommateurs sont de plus en plus connectés et de plus en plus sollicités, il faut créer des expériences hyper personnalisées pour se démarquer. On va vous montrer, grâce à l'intégration des technologies de Microsoft et Adobe, comment on peut relever ce défi ensemble. Alors, Laurence, au village, tu auras accès à plein d'activités. Qu'est-ce que tu penses faire lors de ton séjour? Alors écoute, cette année, j'ai décidé de faire des vacances super sportives, donc randonnée et puis peut-être un peu de surf. J'ai jamais fait du surf, mais je voudrais essayer. OK, donc naturellement, quand tu es sur le site de WeRetail, tu vas surfer donc, sur les produits de randonnée. Donc on va aller jeter un coup d'œil sur les magnifiques produits qu'ils proposent autour de la randonnée. Et puis après, on va partir sur le surf pour regarder les produits. Mais là, tu es un visiteur anonyme et malgré ça, on commence à te rajouter grâce à Audience Manager d'Adobe et Target sur Microsoft Azure, on commence à te rajouter sur des micro-segments, ce qui permet de personnaliser l'expérience une fois que tu retournes sur le site web. Donc là, on te met dans l'ambiance surf. A priori, chez Club Med, les moniteurs ils sont tellement bons que tu vas surfer comme ça au bout de ton séjour. Je travaille encore. Hein. Et puis là, on garde quand même l'assortiment de produits de randonnée pour que tu puisses te projeter sur les produits. J'aime beaucoup cette petite veste verte, hein, très sympathique. Alors, il paraît que tu es une fan de vert fluo. Moi qui pensais qu'il n'y aura que des Anglais qui achètent cette couleur à Paris, il faudrait quand même que je regarde mon ciblage. Heureusement que c'est très facile de mettre à jour. On y va, on achète? Ouais, on y va, carrément. OK, donc on va la rajouter au panier. Mais d'abord, on va créer un compte. Et cette création de compte va permettre de relier justement tout ton parcours anonyme en tant que visiteur à ton compte client. Et là, on va finaliser la commande. On passe en caisse. Là, tu habites Palais de Congrès et on va placer une commande livraison express. Donc là, on a passé la commande. Alors, passons-nous maintenant côté marketing, où quand je me connecte sur Dynamics 365, j'ai accès donc du coup à tous mes indicateurs métiers qui permettent de piloter mon activité. Et du coup, on a créé une fiche client, donc Laurence, avec tes segments anonymes, source 360 du client, avec également les commandes en cours. Ok, donc ça, je vois bien ce que ça t'apporte à toi, tu as accès à ces informations, mais moi, en termes de consommation, qu'est-ce que ça change dans mon quotidien et mon interaction avec WeRetail? Alors, toi, de ton côté, tu rentres donc dans un parcours personnalisé où, effectivement, quand tu te logs sur
Outlook et tu te connectes, tu as donc des messages personnalisés suite à ton achat. Et on a donc, j'utilise mes modèles de segments et de ciblage pour te pousser une offre. Donc là, je vais utiliser quand même une autre stratégie, c'est celui du canal vidéo personnalisé avec ton nom. Et je veux, de façon ludique, te présenter donc, le produit que tu as acheté. A priori, autour du palais de congrès, il va devenir de plus en plus froid. Il y aura potentiellement un peu de pluie. Donc, et puis, les conditions météorologiques vont changer à Paris, ce qui fait qu'il faudrait quand même que je te pousse un produit qui sont mes magnifiques bottes à 65 € d'ailleurs, si vous voulez les acheter. Et puis, donc là, tu as le prix personnel et pas le prix, en fait, de ton voisin. Donc là, ce canal personnalisé permet d'augmenter mes chances de conversion. Et si j'ai besoin de quelques informations quand même encore complémentaires sur ce produit avant d'aller en magasin, qu'est-ce que tu me proposes? Alors, ce que je te propose en plus, c'est que j'ai déployé un agent conversationnel, ou ce qu'on appelle un chatbot, en utilisant le Microsoft Chatbot Framework. Et là, ça permet de gérer les conversations en langage naturel. Et là, je te pousse un coupon pour venir en boutique. Je suis convaincu que je peux te convertir en boutique. Par contre, je vais te proposer une remise de 10% si tu mets à jour ton profil sur le site web afin que je te connaisse mieux. D'accord. Et ça veut dire quoi, mettre à jour mon profil? Rajouter une photo, par exemple. OK, ça, je suis d'accord. OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une photo. Et là, on va utiliser les services d'intelligence artificielle de Microsoft. Donc, on va aller chercher une photo de toi en vacances. Et tu vas faire un opt-in. Et puis, je vais sauvegarder cette information. Et là, je vais consommer les services cognitifs de Microsoft, et en particulier le Face API, pour extraire des informations, ton genre et ton âge approximatif. Pense à mon âge, tu vas quand même pas partager mon âge avec toute cette audience. James. Alors, Laurence, je suis un perfect gentleman. Et je ne divulguerai pas cette information quand même à cette audience. Par contre, cette information est très intéressante parce que ça permet de rajouter des micro-segments à ton profil et personnaliser davantage l'expérience quand je retourne sur la page d'accueil. Super, donc là, j'ai bien compris ce que ça changeait pour moi sur le site web, mais concrètement, si je vais en magasin, qu'est-ce que ça va changer dans mon interaction avec le vendeur? Alors, côté magasin, le vendeur, il a accès à cette 360. Donc, il peut voir tous les segments auxquels tu es rattaché, et puis il peut également voir les ventes en cours. Là, tu es venu quand même en boutique avec un coupon de réduction, donc je vais te flaguer intéressé par les remises. Je sais que tu es sur scène avec nous au Palais de Congrès, donc tu es plutôt un VIP, et tu es donc du coup susceptible d'être intéressé par des offres promotionnelles et des upsells. Mais cette mise à jour de la segmentation en boutique permet d'avoir un parcours sans couture entre le monde physique et le monde digital. Ce qui fait que quand tu retournes sur la page de WeRetail et sur le site web pour continuer tes achats, et tu retournes sur la page d'accueil, effectivement, tu as accès maintenant à cet environnement VIP et des offres privées. Super. Donc maintenant, si je passe côté bureau, je vais aller, donc, grâce à l'intégration de toutes mes applications, je vais collaborer avec mon équipe à travers Microsoft Teams. Et Microsoft Teams, ça me permet de voir donc, les plans marketing en cours, et puis ainsi que toutes les collaborations avec mon équipe. Et là, j'ai accès directement à Power BI, qui est la plateforme de visualisation de données de Microsoft, directement depuis Teams, ce qui fait que je peux piloter même mes ventes en cours sur les bots. Effectivement, je vois depuis 2 semaines, j'ai doublé mes ventes. Et j'ai la félicitation de mon directeur marketing, Alexandra, qui me félicite pour les promotions. Donc, a priori, la vidéo et le chatbot, ça marche bien pour convertir. Alexandra, à son niveau, lui, il a accès à tout un tas d'indicateurs de l'entreprise dans son Executive Summary, comme les ventes en cours, les différentes ventes, des performances des différents produits, les ventes au prix mètre carré des boutiques. Et là, il peut utiliser du machine learning embarqué dans Power BI pour pouvoir voir des insights qui permettent d'analyser plus particulièrement ce chiffre-là de 62 000. Et là, je vois qu'il a atteint ses objectifs, c'est bon. Il peut voir quelles sont des campagnes et des segments qui sont les plus performants de sa marque. Et effectivement, utiliser l'intelligence artificielle sur Power BI. James, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça? J'ai oublié de dire, on utilise Dynamics 365 pour Retail. Pour toutes nos opérations, tous nos entrepôts, notre chaîne d'approvisionnement est tellement performante qu'on est déjà livré de ta veste, Laurence. Super! D'ailleurs, David a la dernière collection de tennis de chez WeRetail aussi. Très bien, les tennis aussi. Hein. C'est le futur ciblage. Couleur parfaite.
expérience parfaite, je reviendrai chez We Retail. Merci, messieurs. Merci. Merci à vous. Alors, nous allons maintenant quitter le monde du e-commerce pour nous intéresser à celui de la santé, et plus particulièrement celui de la production de médicaments à l'ère de l'usine connectée. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Philippe Luscan, qui dirige au niveau international les affaires industrielles pour Sanofi. Merci d'accueillir Philippe. Bonjour Philippe. Ravi de vous accueillir ce matin. Alors Philippe, démarrons peut-être avec une première question sur les enjeux de la transformation numérique d'un acteur de la santé humaine comme Sanofi. Alors je vais essayer de vous donner quelques exemples parce que bien sûr la transformation numérique touche tous les métiers d'une entreprise comme la nôtre. Je crois que nous avons un petit problème de micro. Il y a un petit problème de micro, voilà ça y est. Donc je voudrais vous donner quelques exemples parce que naturellement la transformation numérique touche tous les métiers d'une entreprise comme la nôtre. Et je voulais donner deux exemples particuliers. Le premier, c'est celui des essais cliniques sur des nouveaux médicaments. Nous avons une centaine d'essais cliniques sur de nouveaux médicaments à travers le monde qui durent des années, sur des protocoles extrêmement régulés et qui vont de la centaine de patients aux milliers de patients, voire aux dizaines de milliers de patients durant des années. Et notre capacité à suivre les données des patients en termes de santé, d'impact des médicaments, d'impact positif, voire d'effets secondaires, c'est la capacité à capter les datas de ces patients et de l'effet des médicaments. Vous imaginez, c'est un enjeu extraordinaire. C'est un premier domaine que nous utilisons aujourd'hui dans le groupe Sanofi. Le deuxième, c'est plus dans le domaine de la santé connectée, et là je suis plus sur le domaine de la vie courante. On a développe des applications pour aider les patients à suivre leur propre santé. Et je pense dans un domaine qui est les patients diabétiques, dans lesquels Sanofi propose des médicaments à base d'insuline qui sont injectés par les patients tous les jours, à vie. Nous développons des applicatifs sur le téléphone portable qui permettent à ces patients de capter leurs informations sur leur taux de glycémie, les doses d'insuline à injecter, le moment où est injectée la dose d'insuline, voire même des données de santé, et ces données sont personnalisées auprès du patient, mais elles sont transmises au médecin traitant et permettent à ces patients d'avoir une sorte de santé connectée, personnalisée. Voilà deux exemples concrets que nous vivons dans un groupe comme le nôtre. Et puis on va reparler par la suite, bien évidemment, de tout l'impact sur l'usine en tant que telle. Alors, quand on parle de data, quand on parle d'IA dans un univers comme celui de Sanofi, je pense que c'est important de garder en tête aussi le cadre réglementaire qui est extrêmement contraint, qui est le vôtre. Alors, on est dans une industrie extrêmement réglementée, une des plus réglementées, et c'est normal, un peu s'agissant de santé, puisque ces médicaments dont je parlais, ils sont déposés pour leur efficacité, pour leur protocole clinique auprès de chacun des pays, dans les autorités de santé. Mais par exemple, mon procédé de fabrication est aussi déposé et décrit dans tous ces dossiers dans chacun des pays du monde. Procédé de fabrication, données analytiques, spécifications, etc. Donc il y a une immensité de données massives dans chacun des pays et qui font que d'ailleurs que pour faire évoluer un procédé, je dois passer par des protocoles de validation, d'approbation qui sont extrêmement lourds, mais c'est bien normal s'agissant de santé. Vous parlez donc de l'eau, je crois qu'il y a une quantité de l'eau absolument incroyable et l'information stockée sur chaque lot est considérable. Alors on fabrique, dans un groupe comme le nôtre, on est un des leaders dans la production pharmaceutique, dans nos 76 usines à travers le monde. On fabrique de l'ordre de 150 000 lots de production. Un lot, c'est ce qu'on appelle un batch de production, qui est une sorte de campagne, de plus petit commun dénominateur. Et chaque lot, je pense à un lot de biotechnologie par exemple, c'est 5000 pages de documents, un lot. C'est plus de 6000 données, à multiplier par les 150 000 lots dont j'ai parlé. Donc on capture des données de manière considérable pour tracer tous les paramètres de production. Cadre réglementaire finalement qui crée un certain nombre de contraintes, mais aussi peut-être des opportunités, ne vous a pas empêché d'innover. En fait, vous avez investi 4,7 milliards d'euros sur les 5 dernières années pour moderniser, transformer votre outil industriel. Alors, est-ce que vous avez déjà des retours sur cet investissement ou quels sont les retours que vous en attendez dans les mois et les années à venir ? Alors, on a effectivement, étant un des leaders dans la production pharmaceutique, il est normal qu'on investisse pour les médicaments du futur. 2 tiers de nos médicaments sont produits à base de biotechnologie. On est un des leaders
de la biotechnologie dans le monde. Et bien sûr, la transformation numérique vient capter ce potentiel de production. On a parlé de données en production. Je vais vous donner un exemple qui nous a frappé. On a mesuré que dans nos 30 000 salariés dans les usines à travers le monde, en gros, chacun d'entre eux passe un tiers de leur temps à capter des datas, écrire des données, les transmettre, les analyser, etc. Donc notre capacité à gérer ces datas de manière beaucoup plus automatisée est un enjeu de productivité considérable, un tiers de leur temps. Alors pour ça, on a 3 leviers qu'on est en train de développer dans nos usines. Le premier, c'est l'usine sans papier. Vous y arrivez ? On y arrive. J'ai une première usine qui démarre dans un mois aux États-Unis, complètement sans papier de production, sans papier de formation, sans papier de procédure, sans papier de laboratoire. Tout est digitalisé. Donc c'est un premier levier. Et l'information arrive au personnel par des tablettes bien sûr digitales, dans lesquelles toutes les informations sont captées. C'est un premier levier, voire même la formation. Le deuxième levier, c'est la capture des données techniques, des équipements et des procédés. Et on a d'ailleurs un projet de collaboration à Microsoft qu'on appelle Plant Control Tower, qui vient capter toutes les données de fonctionnement de l'usine. Je me permets, puisque je suis dans un endroit magnifique, de donner mon rêve. Mon rêve, c'est d'être présent en tant que patron dans mes 76 usines à travers le monde, en temps réel, grâce à ces données connectées qui remontent de toutes les usines. J'étais dans une usine hier, ça m'évitera de me déplacer, mais c'est cette volonté, ce plaisir d'être en permanence dans les usines à travers le monde grâce aux données. Pouvoir être au plus près des voilà. Et le troisième levier, que l'on démarre dans nos investissements, et vous en avez parlé, c'est ce qu'on appelle le digital twin. Donc c'est les jumeaux numériques en français, dans lesquels nos investissements sont designés de manière numérique, vont être demain validés de manière numérique, et on pourra aussi former nos personnels de manière numérique en attendant que l'installation soit opérationnelle. Et vous verrez d'ailleurs, Laurence, dans une exposition à l'usine extraordinaire fin novembre, on en parlera après, nos développements digitaux qu'on va présenter dans ce salon. Numérique à l'usine extraordinaire. Voilà, exactement. Alors, on le voit au travers des exemples que vous avez pu donner, cette transformation numérique au sein de Sanofi, elle est majeure. Elle touche finalement à la fois vos procédés de fabrication, les services que vous allez proposer à vos clients. Comment est-ce que vos collaborateurs accueillent-ils ces différentes transformations ? Alors moi, je pense que, contrairement à une idée reçue, il y a une appétence des collaborateurs pour ces solutions numériques, et on voit bien qu'ils les ont adoptées dans leur vie personnelle et à domicile. Et d'ailleurs, souvent, on est challengé en tant que manager en disant, dans l'entreprise, nous, avec toute notre administration qui est structurée, ils sont de quelque manière un peu devant nous. Donc, c'est quelque chose, c'est extrêmement positif. Vous, finalement, oui, c'est positif. Et j'ai bien vu encore hier, dans une démonstration qui m'a été faite, le plaisir qu'ont les gens à associer cette intelligence des data dans leur travail. Donc, je pense qu'il y a là une appétence extraordinaire. Alors, bien sûr, il y a des problématiques de formation. Donc, on a une université industrielle, on va former nos gens aux applications digitales. Et puis, on a des besoins de compétences qu'on n'avait pas dans les data analystes ou dans l'intelligence artificielle. Mais je dirais que ça, c'est la suite normale de ce développement. Mais pour conclure un petit peu mon message, mon propos, et c'est un peu la raison pour laquelle je suis content d'être ici aujourd'hui, c'est qu'en tant qu'industriel, je vois un regroupement entre le monde de l'industrie et le monde du numérique, comme l'a dit Carlo ce matin en introduction, qui est extraordinaire. On vit un moment extraordinaire, et cette rencontre est un peu symbolique entre ce monde de l'industrie et ce monde du numérique. Merci Philippe pour ce retour d'expérience, ce beau témoignage. Et moi, je retiens de votre retour ce matin cette notion de jumeaux numériques que l'on commence à voir arriver dans un certain nombre de secteurs d'activité. Et je vous inviterai tous volontiers à vous poser la question de à quoi ressemblerait finalement ce jumeau numérique dans votre propre organisation. Et puis Philippe, comme on le disait, on donne rendez-vous à tout le monde très bientôt, à partir du 22 novembre, au Grand Palais, pour l'exposition Usine Extraordinaire, où nous aurons le plaisir d'être ensemble et de présenter bien quelques-unes de ces belles innovations. Oui, merci Laurence. Après le Palais des Congrès, le Grand Palais, c'est sympathique. Merci. Merci beaucoup Philippe. Alors avec Sanofi, nous avons vu comment le digital, les nouvelles technologies permettent d'adresser le monde de l'infiniment petit, celui des médicaments, des molécules. Je vous propose maintenant
de regarder son impact dans le monde de l'infiniment grand. Et plus particulièrement, eh bien, de projets, vous allez le voir, absolument titanesques. Le but, c'est d'essayer de sortir de ce qu'on fait habituellement sur nos chantiers, des macros Excel qui existent depuis des années, et d'être capable de les convertir en des modèles data science qui tournent non plus sur quelques mégas ou quelques centaines de mégas de données, mais vraiment sur plusieurs téras, voire pétas de données. Avant, on utilisait la data pour faire des afficheurs live qui nous permettaient de voir des données évoluer en instantané. Aujourd'hui, ce qu'on va être capable de faire, c'est ne plus utiliser seulement cette donnée en live, mais d'être capable aussi d'apprendre sur le passé et d'être capable de s'en servir pour créer de la valeur ajoutée dans le futur. Donc les 3 axes sur lesquels on travaille aujourd'hui, avec l'aide du Big Data. Le premier axe, c'est être capable de détecter le plus rapidement possible les incidents, ce qu'on appelle les fontis, quand on crée un trou devant le tunnelier. Le deuxième axe, c'est être capable d'ajuster les consignes de pilotage pour dire aux pilotes tu peux aller plus vite, tu peux aller moins vite, pour augmenter la productivité du tunnelier au jour le jour. Et le dernier axe, c'est de travailler sur la détection de signaux faibles, la maintenance prédictive sur l'ensemble des équipements du tunnelier. Alors, pour rentrer plus dans le détail de ces grands projets, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurence. Merci de prendre le temps de cet échange ce matin lors de Microsoft Experience. Alors Nicolas, on a découvert en vidéo votre univers, qui est un univers assez impressionnant, je dois dire, de très grands projets, parfois, si j'ai bien compris, à plusieurs dizaines de mètres sous terre. Oui, c'est le cas, effectivement. Les images que vous avez vues proviennent d'un de nos tunnels à Hong Kong, à plus de 65 mètres sous terre, avec des pressions très très élevées, un bitube de plus de 4,5 km. Et donc nous avons eu le record du monde de diamètre de tunnel sur ce chantier. Et donc plus proche de nous, juste dehors, excusez-nous pour les travaux, mais on va avoir plus de 20 tunneliers d'ici 2024 qui vont creuser plus de 100 km de tunnel avant les Jeux Olympiques sous Paris. Et donc vous avez la prolongation du RERE qui passe juste devant Porte-Maillot, et un tunnel de 6,6 km entre Opéra, Porte-Maillot et Courbevoie. D'accord, donc tous ces trous assez impressionnants, on en a sous nos pieds en ce moment même dans le cadre du Grand Paris. Oui, il y en a partout. Ok. Alors dans le cadre de ces projets, vous me disiez avoir, n'ayez pas peur, a priori le sol tient bien quand même, mais vous me disiez donc avoir engagé une vraie démarche de big data à grand renfort de machine learning, hein, l'intelligence artificielle est vraiment au cœur de ces transformations. Étiez-vous clair sur les objectifs que vous cherchiez à atteindre avec cette démarche-là ? Alors, on va dire qu'effectivement, on savait ce qu'on voulait aller chercher. C'est-à-dire qu'un tunnelier, c'est une énorme usine qui creuse le tunnel, qui avance, et il fonctionne à peu près 50% du temps. Il attend des tuyaux, des éléments, des morceaux de tunnel que vous voyez en béton qui font plus de 8 tonnes pendant 25% du temps, et il est en panne 25% du temps. Donc, comme on a des données depuis de nombreuses années, on enregistre ces données par rapport à nos clients pour être capable de rejouer des tunnels qu'on a fait il y a quelques années, parce qu'un tunnel, on doit le fabriquer pour 100 ans, et on doit être capable de regarder ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 15 ans. On a plus de 15 ans de données de tunnels, et donc on s'est dit qu'avec ces données, on pouvait peut-être faire quelque chose, et donc on a commencé à travailler sur le machine learning il y a 18 mois. D'accord, et donc vous avez finalement des données que vous avez accumulées sur les 15 dernières années, et vous avez utilisé l'intelligence artificielle pour finalement aller extraire de la valeur de ces données. Quand vous avez démarré le projet, est-ce que vous saviez ce à quoi vous arriveriez en termes de résultats ? Alors, on va dire qu'il y avait 2 écoles dans l'entreprise. Il y a les gens qui croyaient qu'en mettant les données dans une machine à laver, on appuyait sur le programme et on sortait les informations. Donc, malheureusement, nos données n'étaient pas récupérées pour aller alimenter les algorithmes Big Data. Donc, on a beaucoup cherché, on a beaucoup tâtonné, on a fait des erreurs. On a cherché pendant plus de 18 mois. Et donc aujourd'hui, nous avons notre premier algorithme qui va donc être déployé sur le tunnelier qui va passer devant. Et on a des très bons résultats sur cet algorithme. On a aussi d'autres résultats sur des études qu'on a pu mener pour accompagner des équipes qui avant ne pouvaient pas travailler sur des volumes de données. Aujourd'hui, on a plus de 6 téraoctets de données qu'on analyse, comme Nicolas vous l'a dit auparavant dans la vidéo.
Donc on a des vrais modèles de data science aujourd'hui qui tournent. Et ces données, donc on comprenne bien, elles viennent d'où exactement? Alors le tunnelier, c'est une usine, hein, donc dans le monde industriel, dans toutes les usines, on a des automates qui viennent enregistrer des milliers de capteurs. Donc on a plus de 3000 capteurs sur un tunnelier. Aujourd'hui, on en enregistre 2000, donc 2000 données par seconde. Voilà, donc notre objectif, ça c'est des données passées. Notre objectif maintenant, c'est d'aller plus loin. Et aller plus loin, c'est aller chercher des données sur d'autres types d'équipements. J'imagine que quand même, quand on voit un peu ce qui nous entoure, ces équipements-là, ils ne sont pas communicants par nature ou par naissance. Comment est-ce que vous faites pour aller chercher plus de data dans cet environnement? Donc c'est là qu'interviennent les autres technologies, parce qu'on a effectivement le machine learning, le big data, mais pour faire du big data, il faut de la data. Donc le tunnelier aujourd'hui n'est que l'élément final qui creuse le tunnel. Et donc avant, on a les éléments, les camions qui amènent les voussoirs. On a la station qui traite les boues en surface, qui est elle aussi équipée d'automates, avec plus de 2000 données par seconde. On a toute la logistique. Et donc pour travailler sur ces temps d'attente, et aussi sur ces pannes, on va équiper toutes nos pompes, tous nos circuits hydrauliques, moteurs électriques de capteurs supplémentaires qui vont travailler à très haute fréquence. Alors, on a déjà travaillé sur le traitement du signal avec certains chercheurs. Et donc à partir de janvier, donc à partir de début de l'année prochaine, on sera capable d'avoir plus de 10 000 données sur notre chantier. Donc on va multiplier par 5 notre volume de données utiles. Et surtout, on va superviser toute la chaîne. D'accord. Alors, on voit derrière nous la cabine d'un tunnelier. Donc ça, c'est le cockpit finalement qui sert aux pilotes. Toutes ces données dont on a parlé, que vous récupérez, que vous traitez, que vous analysez grâce à l'intelligence artificielle, en quoi est-ce que ça change le métier ou le quotidien du pilote de tunnelier? Alors, moi, j'aime bien dire que le tunnelier, c'est une grosse taupe qu'on pilote parce qu'on ne voit pas ce qu'on a devant. Il n'y a aucun radar qui fonctionne de manière fiable en sous-sol. On travaille aussi là-dessus. Et je pense que le big data nous aidera. Mais aujourd'hui, le pilote, il a une dizaine d'écrans devant lui, avec des milliers de données qui se mettent à jour chaque seconde. Et il doit être capable de réagir en temps réel pour éviter d'avoir un problème sous terre, qui souvent, les incidents en souterrain sont souvent très très graves. Alors, on peut avoir des créations de ce qu'on appelle un fontis, donc un trou au-dessus du passage du tunnelier, quand on est en train de passer sous une route ou sous un immeuble très très proche. Et on peut aussi avoir envie d'aller plus vite. Donc premier sujet pour lequel on va aider le pilote, c'est de travailler sur l'amélioration de la sécurité du tunnel et puis des compagnons qui travaillent sous terre en 3, 8, 7 jours sur 7. Et puis derrière, à travailler sur l'augmentation de la productivité. D'accord. Et donc pour développer l'ensemble de ces services, donc vous avez utilisé la plateforme Microsoft Azure. On va revenir un petit peu sur la technologie. En quoi cette plateforme vous a aidé à aller plus vite, plus loin dans les projets que vous réalisez? Donc, moi, je n'ai pas une DSI qui maîtrise aujourd'hui le big data, donc j'ai une toute petite équipe avec 5 personnes sur la partie soft et plateforme. Et donc, on avait besoin d'avoir une plateforme qui soit opérationnelle très très rapidement pour que nos data scientists, parce qu'on avait de la donnée, puissent nettoyer cette donnée et commencer à réellement travailler dessus avec des algorithmes et des outils. Donc, c'est ça qui nous a beaucoup plu et qui nous a vraiment aidé à aller très très vite avec Windows Azure, c'est que en quelques jours, on était opérationnel et on a pu commencer à monter notre data lake de développement et à basculer les informations dedans. Finalement, vous vous concentrez, comme je dis tout à l'heure, sur ce qui va vraiment vous rendre différent et vous apporter de la valeur ajoutée à vous, plutôt qu'une infrastructure qui est déjà disponible par ailleurs et que vous pouvez du coup utiliser, sur laquelle capitaliser. Oui, c'est clair. Et d'ailleurs, on est en train de capitaliser avec une plateforme de production pour l'ensemble du groupe Bouygues Construction, avec la capacité demain de collecter les données des grues pour les chantiers de bâtiments ou les données de supervision énergétique pour nos filiales qui font du FM, ce genre de choses. D'accord, donc à vous entendre, on a l'impression que la data, finalement, elle va petit à petit irriguer l'ensemble des projets dans votre domaine d'activité. Ce sera le cas? Alors, tout à fait. La data est un nouvel asset pour nous. Et le plus important, c'est surtout d'être capable de restituer cette data. On a un petit peu parlé, comment est-ce que dans la cabine de pilotage, quand on voit les écrans qui affichent des informations de capteurs, comment demain, parce qu'on aura développé un nouvel indicateur, grâce au big data, on est capable d'afficher une information compréhensible, ajustable, comment notre outil à la décision pour le pilote, il va nous aider à aller plus loin, plus vite, avec une meilleure sécurité. Donc on a vu l'impact, je dirais, en tout cas le bénéfice pour améliorer la sécurité du personnel qui est au quotidien dans ces tunnels. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives en termes de nouveaux métiers ou d'impact sur les métiers existants?
Nous avons une autre innovation qui aujourd'hui commence à être alimentée par la data. De la même manière que pour les pilotes d'avion qui ont un simulateur et qui régulièrement repassent sur simulateur pour se confronter aux problématiques qui auraient pu être rencontrées sur des incidents, sur des vols, ou pour se réhabituer à un type d'avion qu'ils n'auraient pas piloté depuis longtemps. On a développé chez Bouygues Travaux Publics un simulateur de pilotage de tunnelier et notre client, le Grand Paris, nous a demandé de former les pilotes de nos concurrents. Donc ça a été un petit peu compliqué, mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est récupérer les données en temps réel de nos chantiers à travers le monde, Hong Kong, Australie, Europe, et on travaille aussi sur d'autres pays. Et donc la capacité de rapatrier très rapidement ce qui s'est passé, les données de la machine, mais de son environnement, pour les réinjecter dès le lendemain dans le simulateur et faire passer, parce que chaque simulateur aujourd'hui est déployé, un simulateur par chantier aujourd'hui. Donc chaque chantier peut, dès le lendemain, faire passer des pilotes pour se confronter à ces problèmes qu'on a rencontrés à l'autre bout du monde. Nicolas, un grand merci pour ce retour d'expérience à très grande échelle. Merci à vous. Et on le voit finalement, cette notion de Tech Intensity que j'évoquais en introduction, eh bien, elle s'applique véritablement à l'ensemble des entreprises, y compris celles qui sont, comme la vôtre, soumises à de très très fortes contraintes. Qui eût pu penser, en effet, qu'un tunnelier puisse capitaliser à plein sur la data et l'IA. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce retour d'expérience. Merci. Alors, je vous propose qu'on revienne maintenant à un environnement qui vous sera certainement beaucoup plus familier, celui des services au quotidien sur notre lieu de travail. Et pour cela, eh bien, qui mieux que Sodexo pour nous en parler ? Cette plateforme, il faut la voir comme un écosystème qui relie les personnes, les bâtiments, nos collaborateurs et également les données externes. L'intelligence artificielle va proposer en fait une nouvelle planification des tâches qui allégera le travail administratif et de planification de nos responsables de site. C'est vraiment une transformation radicale de la façon dont nous opérons, avec vraiment une focalisation encore plus accrue sur la relation humaine. Et pour en parler, je vous demande d'accueillir Sylvia. Bonjour Sylvia. Je suis ravie que vous soyez avec nous ce matin pour évoquer finalement plus qu'un projet, une transformation de fond de Sodexo. Cette plateforme que nous développons actuellement ensemble, elle a pour objectif d'aller collecter, analyser des données qui se situent sur les sites dont vous avez la gestion. Alors Sylvia, est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu plus cette plateforme et comment eh bien, elle tire parti des données et de l'intelligence artificielle ? Donc, bonjour Laurence, bonjour à toutes et à tous. La réalité de Sodexo, ma réalité quotidienne, c'est 1,5 million de collaborateurs sur 40 000 sites clients qui touchent la vie de 100 millions d'utilisateurs au travers d'une centaine de services. Donc vous imaginez la complexité des flux de données et l'opportunité pour nous, dans ce travail qu'on fait depuis 18 mois, c'est d'avoir une plateforme qui permette d'agréger ces données qui viennent de flux tout à fait différents. Elle s'adosse à Azure, à Dynamics. Elle permet aussi d'intégrer des nouveaux flux de données qui viennent des objets connectés. Par exemple, la température, l'humidité de l'air, ce qui est très important pour nos services d'énergie, mais aussi des choses qui pendant longtemps ont été très difficiles à prévoir, la fréquentation des sites. Et quelle typologie de personnes sur site. Donc la valeur de cette donnée, de son exploitation intelligente, c'est de permettre en instantané à nos clients, à nos équipes, d'avoir une vision cockpit de ce qui se passe sur le site, de pouvoir ajuster les niveaux de service, de pouvoir être vraiment là où l'utilisateur a besoin de service. Et puis avec une couche d'intelligence artificielle, c'est d'être prédictif
et de pouvoir imaginer ce qui va venir et ce qu'on va pouvoir développer. Alors, toutes ces données que vous analysez, que vous agrégez, que vous traitez, j'imagine qu'elles changent fondamentalement la vie de vos collaborateurs. Comment leur travail est impacté au quotidien? Alors, c'est toute la chaîne de travail qui est impactée. Si on prend une activité très traditionnelle comme la propreté, qui est associée à des plannings, à des rotas, à des quotas de travail, on va passer par exemple de fréquences qui sont toutes les 4 heures à une fréquence quand est-ce qu'on a besoin, quand est-ce qu'on a une utilisation définie du service. Mais ça peut être aussi des choses plus larges. Par exemple, et on le verra tout à l'heure, je pense, le fait que la météo, le trafic, le bonheur des gens sur site, si on peut le mesurer, peut permettre d'adapter et d'avoir un service différemment calibré. Alors, c'est une énorme transformation pour les équipes, mais c'est aussi, et ça c'est très important, beaucoup moins de tâches administratives, et ça leur permet de se consacrer à ce qui est important dans le service, qui est la capacité d'avoir cette relation humaine. Donc c'est vraiment changer finalement la façon dont vous rendez le service aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des réflexions sur des nouveaux services que vous envisagez d'offrir grâce à justement toute cette plateforme et ces données que vous collectez, que vous n'aviez pas précédemment? Alors il y a plein de nouveaux services auxquels on est en train de réfléchir. Je vais peut-être vous donner un exemple. Le monde du travail change fondamentalement. Les gens ne travaillent plus au bureau, ils travaillent chez eux, ils travaillent ailleurs. Et donc on a créé des nouveaux métiers qui s'appellent des community managers pour répondre au problème de l'intégration équivalente, si je peux dire, des gens qui sont au travail et ceux qui sont en train de travailler ailleurs. Et le community manager est là pour pouvoir proposer des nouveaux services, pour pouvoir faire la communication, pour qu'il y ait vraiment cette fluidité à l'intérieur de l'entreprise, avec nos clients dont c'est la responsabilité, avec Sodexo et avec les collaborateurs des clients. Et ça peut être, vous avez vu, on a fait beaucoup d'investissements là-dessus, des nouveaux services de mobilité, de repas livrés, d'accès à des gyms, etc. Donc finalement, ce sont des services qui vont s'adapter aux nouveaux modes de travail également de vos clients et de leurs collaborateurs et offrir justement cette continuité, quel que soit le lieu où les collaborateurs sont. Et basé sur la donnée, c'est ça qui est important. Alors, ce que je vous propose très concrètement, eh bien, c'est que nous nous tournions vers Boris afin de découvrir comment cette plateforme transforme le quotidien de vos collaborateurs. Bonjour Boris. Bonjour Sylvia, bonjour Laurence, bonjour à tous. En tant que Facility Manager Sodexo en charge du site Microsoft à Issy-les-Moulineaux, mon quotidien a grandement évolué ces derniers temps avec l'arrivée de cette nouvelle application. Dans cette application, j'ai accès à l'ensemble des indicateurs qui vont me permettre de piloter efficacement mon activité au quotidien, tels que les work orders, le nombre d'équipes qui sont disponibles sur le site ou la santé globale du bâtiment. Mais j'ai aussi la liste des événements en cours et à venir que je peux corréler avec des éléments extérieurs. Typiquement, la température aujourd'hui est assez basse. On constate qu'on est à 11 degrés, donc ça va avoir un impact assez fort sur la consommation au restaurant d'entreprise. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'auparavant, pour avoir l'ensemble de ces informations, il fallait que je me connecte à différentes applications et que je consolide l'ensemble de ces éléments dans un fichier Excel pour en avoir une vision unique. Là, l'application me permet d'être beaucoup plus efficace puisqu'elle me ramène toutes ces informations dans un cockpit centralisé. Alors, ce que j'apprécie globalement aussi avec cette nouvelle interface, c'est que j'ai une vision globale de la santé de mes salles. Alors, toutes nos salles sont équipées en fait, de capteurs dont les informations remontent dans notre plateforme Azure et ils sont consolidés et agrégés, ce qui me permet de produire ce tableau de bord. Donc, dans ce tableau de bord, j'ai accès au taux moyen d'occupation de mes salles, le taux moyen d'humidité et la température moyenne globale. Mais j'ai aussi une vue de la température de mes salles. Qu'est-ce que je constate? C'est que j'ai deux salles qui présentent des anomalies de température. Alors, j'ai la salle 12 et la salle 9. Comment je vais résoudre ces anomalies? Eh bien, je vais utiliser l'application. Donc, allons voir la salle 12. Ce que je constate sur l'incident relaté sur la salle 12, c'est que l'application a résolu automatiquement le problème.
Comment? En appliquant en fait la procédure 100, qui consiste à l'envoi des règles de sécurité à la personne qui a réservé la salle. Donc, parce que je suis curieux, je vais quand même aller regarder un petit peu plus en profondeur. Donc là, depuis la vue de la salle, je constate que la température est redescendue à la normale, on est autour de 21 degrés. Si je veux avoir plus de détails sur l'utilisation ces dernières 24 heures, j'accède au rapport d'utilisation. Dans ce rapport d'utilisation, qu'est-ce que je vois? Que la salle a été suroccupée pendant 2 heures en fin de journée. Donc il y avait 30 personnes dans la salle au lieu de 15, ce qui explique grandement le pic de température. Alors d'expérience, ça ressemble à un pot d'équipe. Du coup, je vais voir si la salle a bien été remise en ordre. Depuis cette vue, j'ai une vue directe sur la salle et je vois que finalement, rien n'a été rangé. Donc assez facilement, en quelques clics, je vais missionner une équipe afin de réaliser une opération de nettoyage dans cette salle. Donc, ça semble simple, mais auparavant, pour réaliser cette opération, il aurait fallu attendre que j'aille sur place, que je constate le problème, que je retourne à mon bureau, que je vérifie quelle équipe est disponible et que je missionne une équipe pour aller nettoyer la salle. Là, en quelques clics, l'opération est lancée. Donc maintenant, je vous emmène dans la salle 9 pour voir l'incident qui a été remonté. Donc pareil, on a une alerte de température. Alors globalement, c'est une salle que je connais bien, c'est une salle dans laquelle on intervient souvent et malgré les différentes interventions qu'on peut effectuer, on s'aperçoit que l'anomalie est toujours présente. Donc pareil, j'accède à l'écran de la salle et je vois que la température est toujours élevée. Je vais essayer de voir aussi comment la salle est utilisée par l'ensemble des personnes. Et qu'est-ce que je constate? C'est que les personnes ne restent pas longtemps dans la salle. Donc que le problème doit être vraiment impactant. Donc là, pareil, en quelques clics, je vais lancer en fait une intervention technique dans la salle et même sur les appareils de chaufferie qui équipent la salle. Donc là, pareil, en quelques clics, je vais lancer une intervention sur le site. Donc qu'est-ce qui va se passer? La salle va être bloquée. Derrière, toutes les réservations qui étaient affectées à la salle vont être réaffectées dans d'autres salles et les utilisateurs ayant réservé la salle pour la journée vont finalement être notifiés par email que la salle n'est plus disponible. Qu'est-ce que j'ai pu vous montrer en quelques minutes? C'est que globalement, l'application a changé mon quotidien. Elle m'a permis d'être plus efficace parce que l'information est centralisée dans un point. Je peux envoyer mes équipes sur place pour qu'elles interviennent en toute productivité et en toute sécurité grâce à une information uniformisée. Et qu'est-ce que ça va changer pour l'ensemble du groupe Sodexo? Globalement, pour les équipes Sales et Opérations, la possibilité d'avoir une application moderne avec une intelligence artificielle embarquée. Voilà pour moi, l'ensemble des opérations sont lancées. Je te redonne la main, Laurence. Merci beaucoup, Boris, pour cette démonstration. On peut l'applaudir. Alors Sylvia, on le voit, et Boris le disait, le métier de Boris aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui d'hier. Donc comment est-ce que vous accompagnez ce changement auprès de vos équipes? Comment est-ce que vous les formez à ces nouvelles façons de travailler? C'est la question. C'est une énorme question. On est live déjà chez plusieurs clients, dont Sanofi. Philippe a d'ailleurs parlé de ce projet, le nôtre Synteg Roller. Et il y a une première chose que je voudrais dire, c'est qu'en tant que dirigeant, c'est incroyablement touchant pour moi de voir dans la démonstration de Boris la simplification quotidienne du travail et la capacité à vraiment mettre en valeur nos équipes pour les améliorations qu'ils apportent aux clients. Mais c'est très... Il y a une notion de conduite du changement qui est importante et elle n'est pas technologique. Elle est vraiment sur la façon dont nos équipes comprennent ce qui est attendu d'elles. Il va falloir les former profondément. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on ne forme jamais assez. Par contre, ce qui est génial avec la plateforme et les outils, c'est qu'on peut le faire avec des écrans tactiles, on peut le faire avec des moyens modernes, on peut le faire avec de la réalité virtuelle. Par exemple, on forme nos équipes aux problèmes de sécurité sur les sites avec des applications de réalité virtuelle pour qu'ils n'aient pas à farfouiller dans les parties techniques et électriques. Donc c'est extraordinaire. D'accord. Et
je vais vous poser la même question qu'à mes invités précédents. En termes de nouveaux métiers, est-ce qu'il y a aujourd'hui déjà des pistes qui ressortent, des nouveaux métiers auxquels vous pensez? Alors certainement, on pense aux data scientists, et si vous imaginez une entreprise comme Sodexo, l'intégration humaine de data scientists avec nos équipes de service, ce n'est pas nécessairement très évident. Donc ça, il faut faire attention. Mais en fait, il faut pouvoir former nos équipes, avoir des nouvelles façons de travailler pour qu'ils puissent analyser les comportements sur site, personnaliser les services. Et ce qui est vraiment aussi un nouveau métier, qui est celui d'avoir ce cockpit que Boris a montré sur un site, mais qui soit en fait multi-site et qui soit déporté par rapport à l'ensemble des services. Alors justement, Boris, si vous vous souvenez tout à l'heure, a lancé une demande d'intervention sur site pour régler les problèmes dans la salle 7-9. Ce que je vous propose, c'est de regarder maintenant comment, grâce à la réalité mixte, le métier au quotidien d'un technicien de maintenance va changer. Bonjour James, mais James, tu n'étais pas experience maker chez WeRetail, toi? Effectivement, il faut être polyvalent. Hein. Et puis maintenant, je suis passé chez Sodexo. Je suis technicien de maintenance débutant, du coup. Et je dois effectuer une intervention sur le circuit électrique de l'immeuble. Et je suis bien content d'avoir la technologie Microsoft à ma disposition pour m'aider dans cette démarche, parce que j'ai besoin d'appeler un expert au siège social de Sodexo pour m'aider dans l'opération. Donc, je propose de vous emmener avec moi dans mon HoloLens, et puis on va voir comment ça marche. Donc, dès que je chose mon HoloLens, je peux ouvrir le menu Windows pour lancer mes applications. Et là, je vais lancer Dynamics 365 Remote Assist, qui va me permettre de faire l'opération de maintenance, et puis voir quels sont des experts qui sont disponibles. Donc, en ouvrant l'application, je vois effectivement qu'il y a David qui est disponible, et je vois que l'intervention que j'ai à faire directement de Dynamics 365. Alors maintenant, passons côté David, qui lui est sur Microsoft Teams au siège social. Donc je vais lancer un appel vers David. Et donc là, on va voir un léger décalage entre l'image et le son, ce qui est totalement normal. Bonjour David, comment ça va? Eh bien, écoute, très bien, James, et toi? Bonjour, Expérience. Tu fais dans la maintenance maintenant? Oui, je développe des nouvelles compétences et justement, je suis devant la dernière génération de Prem7 et je ne sais pas comment m'y prendre exactement. D'accord, bah écoute, on va voir ça ensemble. Hop, tout d'abord, je vais t'envoyer les 3 points de sécurité que tu vas me valider, s'il te plaît, avant de commencer. Parfait, je suis en train de recevoir le document. Oui, OK, je suis dans un environnement balisé. Oui, j'ai les équipements de sécurité, tout va bien. On peut y aller. OK, super. Bon, effectivement, j'ai identifié la marque et le modèle. C'est une dernière machine, nouvelle génération. Donc, j'ai également à ma disposition la notice. Je te la partage. Comme ça, tu vas pouvoir l'utiliser. Garde-la de côté, tu l'utiliseras dans d'autres opérations, sans souci. Parfait. Je suis en train de recevoir le document. Je vais le placer à côté. Parfait, bien reçu. Merci, David. OK, on continue. Là, ce que je vais t'illustrer, c'est la procédure d'arrêt du Prem7. Elle se compose de 3 étapes. Donc, tu vas voir un peu l'écran se figer, c'est normal. Je vais t'illustrer les différentes étapes sur l'écran. Tout d'abord, tu vas voir en haut à droite le bouton de déverrouillage du Prem7. C'est une clé, tu la tournes vers la gauche, s'il te plaît. Ensuite, tu iras travailler le circuit secondaire. Le bloc au milieu, je te laisserai ouvrir le clapet et pousser le bouton sur la gauche également. OK, j'y vais. Effectivement, je vais tourner la clé à gauche. Et puis après, le clapet, je vais arrêter le circuit secondaire. OK, tout va bien de mon côté. Attends, qu'est-ce qu'on fait avec ce gros bouton rouge là? Alors surtout, tu n'y touches pas, il n'est pas inclus dans la procédure. Donc, il reste la dernière étape qui est tout simplement ici, le clic, en fait, je te laisse appuyer sur le bouton qui est en haut à gauche pour finaliser la procédure d'arrêt du Prem7. OK, j'y vais. OK, j'ai arrêté la machine. Super, merci beaucoup, David, pour ton aide. Je t'en prie, James. À bientôt et bonne expérience à tous. Bravo, James.
Merci à tous. Sylvia, on le voit au travers de cette super démo, on voit bien que le monde des services, les métiers du service, ils vont être quand même fondamentalement transformés grâce à ces nouvelles technologies. Et on est là aussi très très loin des clichés que l'on peut parfois avoir en tête. Alors je ne sais pas si comme moi vous avez vu et apprécié le film Le Grand Bain, mais je pense en cet instant à ce responsable de piscine municipale qui se retrouve relativement démuni face à cet ordinateur qu'on lui passe pour finalement superviser l'ensemble de ses équipements. On l'a vu aujourd'hui, bien au contraire, les technologies, la data, l'IA, ces plateformes, elles sont véritablement au service de l'humain. Merci beaucoup Sylvia pour votre participation ce matin et ce superbe retour d'expérience. Merci d'avoir reçu. Nous voilà Laurence. Voilà, on arrive. Super. Merci pour nous avoir accompagnés de façon magistrale à travers toutes ces expériences. C'est très beau de voir des industries si différentes se transformer. Et je pense que dans l'audience, ils sont en train de se dire, mais peut-être chez Microsoft aussi, ils ont changé leur façon de travailler. Et en effet, c'est le cas. Absolument. Et écoute, le mieux, c'est peut-être que je vous montre comment moi je travaille, en tout cas quelques éléments, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais quelques éléments de mon quotidien. Donc Carlo, si tu veux bien, on va aller à cet endroit. Alors déjà, comme j'imagine la plupart d'entre vous, le matin, peut-être pas quand vous vous levez, mais enfin après le petit déjeuner, après s'être préparé, moi ce matin, quand j'ai été prête pour venir à cette superbe journée, j'en ai profité pour regarder mes mails donc, sur mon portable, sur ma messagerie. Donc j'ai ouvert mon application Outlook. Et alors, ce qui est très intéressant dans une des fonctionnalités d'IA intégrées, c'est que, tu vois, j'ai un message de Mélanie. Alors, parmi un nombre important de messages que je reçois, dont beaucoup de ta part d'ailleurs, car non, pas tant que ça. Quand même. Donc, je reçois un message de Mélanie et tu vois qu'il y a la mention de mon nom. Et finalement, cette mention, elle me permet très facilement d'identifier les messages dans lesquels j'ai une action à opérer, donc d'aller à l'essentiel finalement sur des messages qui sont plus importants que les autres. Et donc là, effectivement, je vois que je suis mentionnée et Mélanie me rappelle tout à fait à propos que je dois mettre à jour les notes que j'ai prises pour préparer la conférence de presse qui va suivre cette plénière. Voilà. Alors, puisque je suis sur mon portable, j'en profite aussi, ce que je fais souvent en ce moment, pour me connecter à l'application Teams et aller voir dans le groupe de travail Microsoft Experience où nous en sommes dans les inscrits. Ce que j'ai fait ce matin avant de venir, tu sais, c'est toujours un petit moment de fébrilité de se dire est-ce qu'on a atteint nos objectifs. Et donc, nous sommes plus de 19 000, vous êtes plus de 19 000 à vous être inscrits à l'événement Microsoft Experience. Donc un grand merci à vous tous. J'ai vu ça sur le site, bravo. Je vais quand même en profiter pour remercier les équipes parce que c'est un travail d'arrache-pied, Microsoft Experience, de longue haleine de toutes les équipes. Donc voilà, un petit top. Super. Alors, je n'oublie pas de mettre à jour le document. Donc, je vais me déplacer sur cet ordinateur, ce poste de travail, comme au bureau. Un très bel ordinateur. Oui, alors au bureau, je n'ai pas exactement le même. D'ailleurs, Carlo, j'aurais bien aimé qu'on puisse en discuter. Mais voilà, Surface Studio, magnifique. C'est le plus beau, on peut le dire. Ah, c'est le plus beau. Les autres sont bien aussi, ceci dit. Et donc, j'en profite pour vous montrer là aussi Microsoft Teams, qui est donc l'outil de communication et de collaboration que nous utilisons vraiment au quotidien. On l'a utilisé pour préparer Microsoft Experience. Microsoft Experience, c'est 80 personnes à peu près qui sont mobilisées sur plusieurs mois en France, à l'international, et qui ont des spécialités, des métiers assez différents. Donc on a créé cet espace de travail et chacun peut créer des canaux, voilà, donc général, brief, etc., qui représentent des sous-groupes finalement dans lesquels chacun va communiquer, collaborer. Ce qui est top, c'est qu'on a le canal de conversation. Donc là, vous le voyez, je retrouve d'ailleurs le message que j'avais reçu, bien sûr, sur mon portable et la réponse que j'ai faite. Donc canal de conversation qui permet d'échanger très facilement. J'ai également un espace avec des fichiers qui va me permettre de stocker en un endroit unique tous les documents qui sont partagés, qui sont utiles pour les équipes qui travaillent sur le projet. Donc, en live. En live, et donc on peut être plusieurs à travailler sur les mêmes documents. On a arrêté complètement l'envoi de documents par email, donc on utilise cet espace pour véritablement tous travailler. Voilà. Et donc au niveau des équipes, des activités, je vois que j'ai donc mon brief .press qui est là, que je vais pouvoir ouvrir et mettre à jour directement.
Alors, on a intégré de l'intelligence artificielle dans l'ensemble de nos applications, donc bien évidemment dans Office 365 et dans Word en particulier. Donc moi, j'utilise beaucoup ces fonctionnalités d'IA qui me permettent de continuer à travailler en manuscrit. J'aime bien mon stylet pour travailler. Donc je vais pouvoir supprimer cette mention que j'avais mise pour mettre à jour mon document. Juste un geste. Juste un geste et c'est supprimé. Je vais mettre une marque pour faire l'insertion et là, je vais écrire 6800 parce que c'est le nombre de présents ce matin sur site avec nous au Palais des Congrès. Donc tu le vois. Et l'outil reconnaît l'écriture. Exactement, l'outil reconnaît l'écriture. Je vois que j'ai une petite coquille là, puisque l'intelligence numérique, il manque un espace, donc je vais pouvoir très rapidement mettre à jour cela. C'est pratique, et voilà, mon document est prêt. Je suis prête pour ma conférence de presse. Voilà des beaux exemples. Et donc ça, c'est la façon de travailler devant son ordinateur, mais après, il y a aussi les réunions, les meetings que nous faisons. Alors sur les réunions, comme on a encore, je vois, quelques petites minutes, ce que je vous propose, c'est de découvrir avec nous à quoi ressemblera le meeting de demain. Hello, Ashley. Hello, Matt. Hello, Charnching. Hello, Rana. Would you like to start the meeting? Yes, please. 昨天我已经和我们的技术团队讨论过，他们应该下周末之前可以给你。 Hey, Vivek. Hey, Ashley. Pas mal, hein? Super, super. Attention. Voilà. Alors, quand je dis demain, en fait, c'est déjà un peu présent aujourd'hui parce que le sous-titrage que nous avons utilisé pour cette plénière, s'appuie sur les technologies d'intelligence artificielle de Microsoft. C'est pas parfait, et on en a beaucoup parlé. J'ai entendu par moments quelques sourires ou quelques rires, et donc effectivement, la traduction n'est pas toujours parfaite. Bien sûr, là, on n'est pas sur un ordinateur avec un PowerPoint devant, on est dans un contexte complexe. Avec voilà, des présentations qui ne sont pas scriptées. Et donc, c'est aussi ça, l'innovation, c'est prendre des risques. Et donc, faut se lancer. On y va, c'est pas parfait, le système apprend. Bon, il a du boulot pour apprendre, je pense, l'accent de James, mais on va travailler dessus. Voilà. Merci Laurence, merci beaucoup pour cet accompagnement fantastique et à plus tard. Absolument, merci Carlo. Un grand merci à vous tous pour votre attention et pour m'avoir accompagné avec mes invités dans ces partages d'expériences. Je vous laisse maintenant avec Carlo en compagnie de Andrew Fitzgibbon, qui est chercheur en réalité mixte et intelligence artificielle chez Microsoft. Merci à tous. Merci Laurence. De belles expériences à vous. Merci Laurence et bonjour Andrew. Je sais que tu parles un peu français, donc peut-être tu peux nous faire un bonjour. Je parle un très petit peu. Je dis bonjour, mais c'est peut-être mieux if we continue in English. Okay, so let's switch. So let's use this last session of the morning to project ourselves a little bit into the future. So you work in a part of the organization which is called Microsoft Research, where a number of pioneers are looking forward, looking at what is going to come in terms of innovation. This is, I mean, we would love to know a little bit more about your background. What have you? I know that you are on computer vision, which is a very specific context. So tell us a little bit more about you. Yes. So, in fact, I work in a convergence of people from Microsoft Research and what used to be the HoloLens computer vision team. So in Microsoft now we have one unified team of computer vision people. And very importantly in Microsoft, our research team and our engineers are tightly interlocked. Sometimes they're the same person, for example, me. I work on computer vision. We've seen it many times throughout today. We've seen in the HoloLens. We have industry-leading positioning from cameras mounted on the device. The interactions with your hands are all mediated by computer vision.
And several times we've seen mention of Microsoft Cognitive Services, which supplies computer vision APIs to all of our customers. So we have a tremendous history and ability to deliver computer vision. If I can tell you a little bit about my sort of background, yes, it may be related. Before I was at Microsoft, I was an academic at Oxford University. Mm-hmm. I was teaching mathematics to engineers and researching in computer vision. And one day, we found that we could work out some mathematical problem. We made a startup. It was maybe 20 years ago, so an early computer vision startup. And we sold our software to the movie industry. So now every film you see today probably has used my software, for example, to place candles in Harry Potter. I moved to Microsoft just before we began Project Connect, began Connect for Xbox 360. And very famous for our gamers community. Well, it was also, I think, to me, and being immodest, I think it really established Microsoft as an innovator in the field of computer vision. And it was there when I think we started to link the research and engineering, because I came as a researcher and they said, oh, we want to track the human body. I said, I can save you money. It's impossible. The academic state of the art is 1,000 times too slow. And they said, but our Xbox engineers have already made it 100 times faster. So then we had to eat our pride. We got down, we made it work. And a few years ago, we moved from the Microsoft Research computer vision team to HoloLens to work directly on the device. Absolutely. So from what you learned on Kinect, now applying the same technology on mixed, this is what we call mixed reality. So tell us a little bit more on HoloLens. How do you see, because when we started, actually, the belief is going to be strong into the consumer community, into the gamers community, and actually we discovered a lot of scenarios that are B2B, so business scenarios. We saw some of them this morning. Yes, I mean, HoloLens is an amazing device for frontline workers, for people who need information in the field, right here, and not in the way of the work I'm doing, not needing hands. If you don't mind, I'll jump further into the future to I won't say when, but I think there'll be a time when we look back at pulling a flat screen from our pocket, and we'll think that was weird to carry a flat screen in our pocket. Our information will be all around us, mediated by our glasses. We'll have a shared context, so you can tell if I'm looking here at my email, you can't read my email, but you can see the box that it lives in. So we will all interact with this 3D information, not with stuff on flat screens. So that's something. So we will not need a screen anymore to see the applications, to have the services, but we can project them actually everywhere. Yes, and sometimes a flat screen if you're reading a document or email. Table or but my weather widget will be up on the table. My picture of the family might be in a little photo frame. Absolutely. So that's sometime in the future, but much sooner, I think, maybe the next time I redesign my office, I won't have big LCD screens. I'll just have a black curved piece of wood, right? Matte black piece of wood. And on that will go all the documents that I want to interact with. And show them to a colleague, by the way, because we can see exactly the same document through our lenses. Yeah, and if they're private, I mark them as private. If I want to share them with you, we can look at the same document. That's amazing. Something else you can tell us on some products that are coming? I know that there's curiosity. I can tell you that the camera that's in the HoloLens, which is derived, it's like a miniature version of the Kinect camera. We have recently announced that this will be released as an independent device, for Project Connect for Azure. So a small device that you can build into real-world products. So we can use it. Initially, when Kinect was launched, you would notice that the fields of robotics, fields far away from computer gaming, took the device. So now we're making that fantastic. Nothing else. We need to wait a little bit. You might have to wait a little. So he knows something that we will know later. So another interesting concept is when we started on artificial intelligence, and we have heard about it this morning, we always talk about big data. So we know that to train these computers to do something like the human intelligence, we had to digest a lot of data, okay? But I've learned now that we are talking about small data. What is this concept? So again, I think maybe even with Kinect, we were one of the first people to bring huge amounts of data to computer vision problems. But there's something that our AIs cannot do today that a 4-year-old child can easily do. If I want to teach an AI how to recognize an elephant, I can show it hundreds of photos of elephants. It'll work fantastically well. But a 4-year-old child, I can show it one photo of an elephant, and it knows forever what an elephant is. I can even
describe in words what an elephant is. It's like a giant pig with a long nose, and the child will recognize an elephant. So we call these one-shot learning or zero-shot learning. And this is a capability we would like to endow our AI systems. So we're going to be faster and faster in developing new services. It's like a little bit like children, right? We were in the infancy of AI, so less than 1 year old, they need to have a lot of information to understand, and then they get a little bit more mature. So 4 years, 5 years old, now they understand quicker, and then they're going to understand even quicker. So that gives us the pace of the innovation. That's fantastic. A couple of questions that are more, let's say, personal, but it's important because I'm sure in the audience we have a lot of parents. So we have children and nephews. What would you recommend parents in terms of studies and skills for the children? And at 5 years old or 10 years now, they're going to live in a world that is completely different. So what should they study? So a few things. There will still be programming in 10 years' time, computer programming. But it will be even more full stack, even more complete than we talk about today. We will make applications, and everything will live in 3D. We'll design our applications to live in 3D. So the job of programming will, of course, have logic and interaction, but also has the concept of how you interact with things in 3D, how you design in 3D. And I have, every year, I have 1 or 2 work experience students at Microsoft, 15, 16 years old. And they come with the skills because they can program in Blender. My daughter uses Paint 3D. They know a little bit of Python. It is amazing what they can do. So I think the young people, the 15, 16-year-olds of that sort, are crucial to our future. Especially those that are starting with Minecraft even younger, right? Minecraft, Paint 3D. But also, I really think mathematics, this is almost like a new dawn of mathematics and computing because AI is so built on mathematics. What I've learned, and I've been teaching mathematics for 20 years, 30 years, I've learned that the students who know how to program can understand advanced mathematics, Fourier transforms, calculus, better than those who don't. It teaches them the sort of symbolic reasoning that you need to understand mathematics. So I think, again, design at one end and mathematics at the bottom, we will be Renaissance people. And what about creativity? So I say a lot when I'm teaching mathematics, people say, what's it useful for? And I say, well, look, when you learn poetry, you don't ask yourself, what is it useful for? But poetry is useful, right? Everyone in this room, we probably have a job where we spend half our time thinking of ideas and the other half presenting them to the world, trying to persuade other people that, to believe what I say. Poetry is useful because it allows you to control the rhythm of your sentences. But it's also beautiful, and we learn it for its beauty. And I say, let's not reduce mathematics to something useful. Let's also learn it for its beauty. It's part of our art. So I find this beautiful, because this is probably what we need to discuss with our children this afternoon and then tomorrow and this weekend, which is mathematics, of course, and algorithms and science, but also creativity. And they can build new experiences. This is what the new jobs will be about in 10 years, right? Yes, we won't be scared of programming. Hopefully, we won't be scared of mathematics. We'll view them all together. And it will be easy, and it will be beautiful, and people can create thanks to technology. Thank you very much, Andrew. Thank you, Carlo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Merci. Nous avons donc conclu pour ce matin. J'ai hâte de vous croiser dans les couloirs pour continuer nos parcours et apprendre plein de nouvelles expériences. Aussi, tous nos amis qui sont online, j'ai hâte de voir vos feedbacks sur les réseaux sociaux. Et je vous laisse, avant de vous quitter, avec un petit vidéo qui a un teaser sur une expérience très particulière qui est à votre disposition pour ceux qui sont ici au Palais des Congrès. Merci à tous. Bonne continuation.